Parlons un petit peu de l'histoire du fromage. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que nous avons relativement peu de documents. Et surtout, on raconte toutes sortes de choses incroyables. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler que le fromage de Münster aurait été apporté au 7e siècle par des moines irlandais, ce qui est archi faux. C'est impossible parce que les moines, ils vont certainement pas emporter de fromage d'Irlande. On dit que l'abbaye de Münster, qui a été fondée au 7e siècle, aurait été fondée par des moines irlandais. Ça, ce n'est pas sûr non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il y a l'élevage de vaches comme activité principale, puisque l'industrialisation ne viendra que beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, eh bien, on va produire du lait. Et quand on produit du lait, la seule façon de le conserver, c'est de le transformer en fromage ou en beurre, ou alors de le consommer immédiatement. Donc, probablement, dès le 8e, 9e siècle, à partir du moment... Non ? Après l'an 1000. Après l'an 1000. Merci. Tous les fromages d'abbaye, Maroilles, Saint-Nectaire, Münster, La Coudre, l'abbaye de Port-Salut, Tamier, etc., sont tous arrivés après l'an 1000. Parce que le 9e, le 10e siècle, l'an 900 à l'an 1000, c'était, il se passait plus rien. Il y a eu des famines extraordinaires parce que les gens n'étaient plus motivés pour investir, faire quoi que ce soit pour l'avenir, parce qu'ils étaient persuadés qu'en l'an 1000, c'était la fin du monde. Oui, tout à fait. Et comme le 1er janvier de l'an 1000 Millénium est arrivé, il ne s'est rien passé, le ciel n'est pas tombé sur la tête. Donc là, c'est les moines qui ont repris le flambeau et qui sont devenus très très forts en disant, voyez, Dieu est plus fort que tout, croyez en Dieu, et nous allons, les famines c'est terminé, nous allons vous expliquer, parce que eux ils mangeaient bien déjà, nous allons vous expliquer comment trouver des solutions pour ne plus avoir de problèmes l'hiver. Et c'est comme ça que tous ces fromages ont été développés pour qu'il y ait de la nourriture et toutes les techniques sont arrivées par les moines sur de 1000 à 1100. Voilà, c'est et toutes les abbayes qui étaient des gros centres de recherche, dont Münster. Oui, oui. Voilà. Et donc, alors... Petit complémentaire, c'est aussi parce qu'ils avaient la connaissance, et aussi parce qu'ils avaient l'écriture. Oui. Ce que n'avaient pas les marquaires, oui. Enfin, et les autres producteurs. Donc, c'était toujours une transmission par oral, avec ce que ça comportait. Tout à fait, il y a des formations et, possibles, ainsi de suite. Grâce au monastère, ça a été formalisé. Oui. Alors avant, il y avait des traces on a des traces de fabrication de fromage, mais qui n'étaient pas formalisées et qui restaient à l'échelle du monastère pour nourrir les moines. Mais l'expansion, la libération du savoir des moines vers les paysans, elle s'est faite juste après l'an 1000. C'est là où, et quand vous prenez les noms des fromages, Saint-Nectaire, c'est un village, Münster, c'est un village, Maroilles, c'est un village, etc., etc., avec à chaque fois une abbaye où il y a des moines qui sont venus déforester le secteur et puis développer... Mais ça a été le cas ici. Et alors, ça permettait de développer ça permettait de développer des impôts. Oui, c'est ce qu'on appelle les redevances. Oui, aussi. Et pour confirmer vos propos, les premières mentions sûres de production de fromage remontent en Alsace au XIIe siècle. On a une mention à Murbach, qui est très intéressante. Donc il n'y en a pas avant? Non. D'accord. C'est une abbaye qui se trouve dans la vallée voisine. Et donc là, on sait que chaque moine avait droit à un quart de fromage. Et ces fromages, alors ils ne s'appellent pas fromage de Münster, ils s'appellent en allemand Schweigkäse, littéralement fromage de vache.
donc forcément cette production. Et puis, sur l'autre versant, puisque nous sommes des Vosgiens, donc c'est l'ensemble de la montagne vosgienne qui nous intéresse, à Saint-Dié, il y a effectivement, à la fin du XIIe siècle, dans les archives de Saint-Dié, il y a aussi mention de fromage. Donc, vous voyez, ça correspond à ce que vous dites, c'est-à-dire les premières mentions sûres, attestées par les documents, c'est fin XIIe, sur Murbach, Saint-Dié. C'est certainement le cas à Münster, mais on n'a aucun document parce que beaucoup de documents ont brûlé lors de différents incendies. Mais en tout cas, ça, c'est totalement sûr. Et puis, progressivement, il y a de plus en plus de mentions de fromage. Le nom de Münster n'apparaît que plus tard. Je vais vous dire comment et dans quelles conditions. 1339, il y a un traité qui est passé entre l'abbaye de Münster et les habitants, la communauté d'habitants. Il s'appelle le traité de Marcard, du nom de l'abbé qui l'a promulgué. Et dans ce traité, il est dit que les paysans de l'abbaye de Münster fourniront à l'abbaye, après le carême, tant de fromage. Donc, on est sûr, donc redevance, impôt en nature, comme beaucoup d'autres choses, la dîme, d'une certaine manière, et on devait à l'abbaye de Münster, et c'est le cas pour les autres abbayes, tant de fromage pour nourrir les moines. Ça, c'est très intéressant. Autre mention, et ça, c'est 1371, le seigneur de Radstadt, qui habite à Sulzbach-les-Bains, c'est un peu plus bas, vers Colmar, et qui dépend du duc de Lorraine, eh bien, il est le propriétaire, enfin, en quelque sorte, de la Bresse. Donc, c'est la commune qui est derrière. Et la commune de la Bresse, les paysans de la Bresse lui doivent X fromage une fois par an. Donc, 1371. Et puis, apparaît enfin le nom de fromage de Münster. Je vous ai apporté le document, alors, évidemment, on n'arrive pas à lire. Vous verrez qu'il y a un mot qui est souligné. Vers 1470, ça c'est conservé à la bibliothèque des Dominicains de Colmar, vous avez une femme, une nonne du Unterlinden, là où il y a maintenant le musée, c'est un monastère de Dominicaines, qui écrit à sa sœur, qui habite Colmar. Elle a certainement ras-le-bol de la nourriture du carême, qui commence à être insipide, ça ne supporte plus. Et elle lui écrit, elle lui demande différentes choses, et entre autres, elle voudrait ein Münsterkäse, un fromage de Münster. C'est la plus vieille actuellement mention connue du nom de Münsterkäse. Je vous fais passer, donc vous voyez, c'est juste ce qui est souligné, bon, c'est difficile à lire, hein. C'est de l'écriture du 15e. On comprend bien. Voilà. En tout cas, c'est autour de 1470 que ça se passe. Et ça, c'est extraordinaire parce que vraiment, là, nous avons un document qui atteste de l'utilisation du nom de Münster. Alors, c'est la grande question. Est-ce que c'est la commune de Münster ou est-ce que c'est fromage d'abbaye? Puisque une abbaye, c'est ein Münster, monasterium. Et le nom de Münster vient de monasterium. Donc, on n'est pas sûr. D'où l'appellation, pourquoi on a mis aussi le terme Jérômé, parce que des ministères, on a dans les pays anglicans, en Autriche, en Suisse. Et donc le CIFEM, à l'époque, a mis le terme Jérômé, correspondant à Gérardmer, pour couvrir tout le massif. Voilà. C'est ça, Jérômé. Jérômé, c'est le nom patois de Gérardmer. Je le savais pas, ça. Et donc, et pour ça, moi, on dit Münster Jérômé, mais des Münsters qui sont faits pour nos fermiers du côté alsacien, mais on a des Münsters Jérômé qui sont faits à Bunnéville ou à Blamont, qui sont de l'autre côté. Ouais. Donc ça couvre bien. C'est pas forcément que pour le Lorrain. Historiquement, Jérômé, c'est toujours Lorrain. C'est toujours Lorrain, absolument. Mais l'appellation du Gérardmer est en Lorraine, non? Oui, c'est dans les Vosges. C'est en Lorraine. De l'autre côté, là. Donc, mais les habitants de la vallée avaient d'excellentes relations avec les habitants de Gérardmer. Ils passaient non pas par le col de la Chlour qui n'existait pas, qui a ouvert seulement en 1859, mais par le sommet du Honeck. C'était un peu compliqué. À la Bresse. À la Bresse, c'était le Rottenbach-Kopf. La Bresse, le Honeck, juste au-dessus. Tout à fait. Et donc, voilà, apparaît cette mention. Et donc, reste ouverte la question, est-ce que c'est fromage d'abbaye ou est-ce que c'est fromage de Münster, la ville de Münster? On n'est pas sûr.
Par contre, ce qui est intéressant, 1525, vous savez que c'est ce qu'on appelle la guerre des paysans, donc rébellion des paysans contre les seigneurs, les abbayes, comme seigneurs. Ils en ont marre de payer beaucoup d'impôts, ainsi de suite. Ils se rebellent et ils vont piller un certain nombre de monastères. Et entre autres, ils vont piller la cave à fromage de l'abbaye de Maasmünster, qui est un peu plus vers le sud, vers Belfort. Et on le sait pourquoi, parce qu'après que cette rébellion a été réprimée et très sévèrement, il y a un inventaire qui a fait des dégâts. Et dans un de ces inventaires, il est dit « Les paysans sont venus vider toute la cave à fromage de l'abbaye de Masvaux. » C'était des Münsterkäse, donc des fromages de Münster ou d'abbaye. Donc, une mention très intéressante. Et à partir des années 1570, le terme de fromage de Münster, Münsterkäse, devient tout à fait commun. Dans les missives du secrétaire de la communauté d'habitants de la vallée de Münster, qui comporte Münster et tous les villages derrière Münster, sauf Mittlach, parce que Mittlach ne naît qu'au XVIIIe siècle, il est toujours question de Münsterkäse. Et là, je pense, c'est plutôt les fromages de Münster, donc qui viennent de la vallée. Et les Strasbourgeois sont très friands du fromage de Münster. On a des documents qui attestent qu'il y avait des marchands qui partaient avec des chariots à Strasbourg vendre du fromage. Et même les fromages issus du Val d'Orbée, vous savez qu'il y a une certaine lutte entre le Val d'Orbée, le Pays belge, et la vallée de Münster pour dire qui a inventé en premier le fromage, qui est une mauvaise question puisque le fromage apparaît partout en même temps. Eh bien, même les fromages qui viennent de l'abbaye de Péris ou du Val d'Orbée portent à ce moment-là le nom de Münsterkäse. Donc, le nom est devenu commun. La question reste toujours ouverte. Fromage d'abbaye ou fromage de Münster, la ville de Münster. En fait, tout vient de la langue allemande qui a posé problème. Tout à fait. Münster, c'est monastérium, c'est à la fois la cathédrale, mais ça peut être un monastère. Tout à fait. Alors, il n'y a pas ce problème-là en Lorraine. Non. On n'appelait pas ça des monastères, on appelait ça des Jérômes, tout simplement. D'ailleurs, j'ai un écrit une revue, un livre sur la laiterie, 4e édition après 1870, quand l'Alsace est devenue allemande, en 1870, et qui préconisait donc, et qui déterminait les races de bêtes qu'il y avait en Lorraine, qui étaient plus axées sur de la hollandaise. Oh, c'est mieux après, la hollandaise. C'était déjà mentionné dans ce livre. Donc c'était dessus. Et après, il disait aux Lorrains, parce que c'était d'essayer de faire un fromage qui se rapprochait du Münsterkäse allemand, parce que c'était 1870, on était allemand, et il préconisait de faire un fromage plus petit par rapport au Jérôme. Et ça, on l'a dans un écrit. Attends, tu vas mélanger. Non, il préconisait de faire un fromage plus gros par rapport au Münsterkäse. C'était l'inverse. Pour une question de conservation, je pense que Philippe a raison. Pour une question de conservation l'hiver, plus le fromage est gros, oui, et plus tu le conserves longtemps. Et plus dans l'hiver, tu as, quand les lactations sont descendues, parce que les veaux, ils arrivent au mois de janvier, quelque chose comme ça, donc c'est la période où les vaches sont taries, et donc là, il faut avoir de quoi manger. Donc alors, c'était pour cette conservation-là qu'ils voulaient des gros fromages. Un aspect technique qui va dans ce sens-là, c'est que jusque peu avant la Première Guerre mondiale, il y avait deux types de fromage de Münster. Il y avait l'actuel, le petit qu'on connaît, qu'on trouve partout. Il y avait des fromages qui avaient cette taille-là. Ah oui? Parce qu'il y avait une différence de forme. Et les fromages petits, on les mettait dans des formes à fromage en bois, évidemment, qu'on appelle en alsacien surtrotin, littéralement les formes acides ou aigres. Et les grands, c'était des siastrota, les formes entre guillemets cyprès. Et pourquoi? Parce que dans les documents du XVIe siècle, on trouve une mention tout à fait extraordinaire, une description des fromages de Münster de l'époque. Ils ont une hauteur de 30 cm, donc à peu près ça, et ils sont décrits comme feist, gras, und blau, bleu. Alors, est-ce qu'ils sont bleus dehors ou dedans, comme certains fromages ont une partie bleue, le moisissure? Ça, on ne sait pas. Évidemment, il n'y a pas de fossiles qui existent
pour le vérifier. En tout cas, ils sont beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Et le diamètre? Le diamètre, c'est le même diamètre que le fromage de Münster actuel. Comme ça. Ah, d'accord, très haut. Oui. C'est plutôt une fourme, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, en alsacien, on dit un petit garçon, un Streikasor, il est haut comme trois fromages. Or, si vous prenez le Münster actuel, ça vous fait ça. Si vous prenez le Münster de 30 cm, ça vous fait 90 cm. Donc voilà, là on comprend aussi. Et il y a une description, un auteur du XVIIe siècle, qui parle de mousquetaire, mais en langue allemande. Il dit trug ein Hut wie ein Münsterkäse. Il portait un chapeau comme un fromage de Münster. Vous connaissez par les films de KPDP le costume des mousquetaires, leur chapeau, il est haut comme ça. Donc on est sûr qu'à ce moment-là, le fromage de Münster avait cette forme-là. Et ce qui est aussi intéressant... Ça, c'était au XVIe siècle. Oui, fin 16e. Parce que moi, j'ai retrouvé des écrits, ça va être du fin 17e, où ce fameux fromage qui était haut, ça je suis entièrement d'accord avec vous, du côté de Gérardmer, autrefois il y avait une abbaye, donc c'est devenu, ils ont baissé la hauteur, ils ont élargi le fromage, c'est devenu le Gros Lorraine. Le Gros Lorraine. Le Gros Lorraine, et il y a une histoire, alors j'arrive pas à savoir si c'est véridique. Il y a toujours eu une lutte entre les Alsaciens et les Lorrains. Et il était dit que tous les ans, il y avait une compétition entre Lorrains et Alsaciens. Et ça se situait sur les ballons. Donc les ballons, c'est des petites montagnes. C'est le Honeck, le Honeck, il y en a tout. Ballon et ainsi de suite. Ballon de servant. Ils ont la particularité de ne pas être boisés, les ballons. Et donc il y avait une équipe de Lorrains ou d'Alsaciens qui était en haut, une équipe de Lorrains et d'Alsaciens qui était en bas. Et le concours, c'était d'essayer de gravir la montagne. Et pour se défendre, ceux qui étaient en haut lançaient des Münster. Ça ne me convainc pas, personnellement. Ça m'étonnerait qu'on lance de la nourriture. Non, c'était... symboliquement ou... je ne sais pas. Et la petite histoire dit que, pour une fois, les Lorrains ont été plus futés que les Alsaciens. Pour une fois. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé, qu'ils ont transformé ce fromage en roux, donc qui faisait 11 à 12 cm d'épaisseur, donc beaucoup plus épais, et qui les faisait rouler, ce qui empêchait l'équipe adverse à monter. Donc ça, c'est la légende. Oui, c'est une légende. Mais elle existe véritablement. Oui. Alors, peut-être encore un aspect historique, c'est que le duc de Lorraine avait pendant des siècles loué aux Münstériens, qui savaient très bien exploiter les pâturages, 21 pâturages. On appelait ça le grand pâturage lorrain. Il était exploité par les habitants de la vallée de Münster. Et en 1560, et alors, une fois par an, ça on a les documents, la veille de la Saint-Jean, tous les producteurs de fromage de ce grand pâturage lorrain, donc qui dépendait du duc de Lorraine mais qui était exploité par des Alsaciens, devaient remettre aux représentants du duc la production de fromage d'un jour. Vous vous rendez compte, ça devait faire une masse énorme de fromage, surtout quand c'était de grands fromages. Alors, et ça on le sait dans les documents, donc ça s'est fait jusque... après la guerre de 30 ans, le duc de Lorraine a préféré de l'argent que des fromages. Bon. Mais par contre, en 1571, le duc de Lorraine reprend ses droits de location des pâturages aux Münstériens. Et c'est une grande crise pour les Münstériens parce qu'ils n'ont plus accès direct au pâturage lorrain qu'ils doivent exploiter. C'est ce qui explique que sur le versant lorrain, avec son rue Longemerck, vous avez des noms d'origine allemande qui ont été transformés. Je pense par exemple à Belbriet, en allemand c'est Bebenried, Balwörch, qu'on trouve sur la route de la Schlucht quand on descend avec son rue, c'est Belfürst, Paulfürst en alsacien. Donc vous avez des noms d'origine allemande qui ont été francisés. Comme Faschpremont, c'est Vespermund. Comme ça, vous avez toute une série d'exemples de noms d'origine allemande qui ont été ensuite francisés.
Et ça, c'est intéressant. Donc, cette redevance en nature, la veille de la Saint-Jean, les marquaires qui étaient sur le pâturage lorrain, donc loué par le duc de Lorraine jusqu'en 1571, eh bien, devaient remettre la production de fromage d'un jour. Ça devait en faire une belle masse. Et ça se passait à Gérardmer. Ça se passait à Gérardmer. Oui. Pour les fromages très, très hauts, vous savez de quelle pâte il s'agissait? Non, ça, on n'a pas de description. C'est une pâte molle? C'est Feist und Blau. Non, c'est rien. C'est peut-être, il chauffait déjà un petit peu peut-être plus le lait, tout simplement, pour le presser. Il peut-être être pressé, ou de fait, par la masse, il se pressait de lui-même. Pré-égouttage. Il n'y a pas d'écrit là-dessus. Après, dans l'encyclopédie qui paraîtra au XVIIIe siècle, vous avez des dessins qui montrent les formats fromages. À partir du XVIIIe, on fabrique ce qu'on appelle les mentales, c'est-à-dire les grands fromages, dans les grandes fermes où il y a beaucoup de lait. Vous pouvez me communiquer ça? Ça m'intéresse ce fromage. Oui. J'ai publié ça dans une revue, Jacques me donnera vos coordonnées, je vous l'enverrai. Mais c'est une première tentative parce que c'est très difficile, parce qu'on a très peu de documents, c'est très lacunaire. Vous voyez, le premier nom c'est vers 1470, avant on ne sait pas. C'est Käse, bon, fromage alors. À quoi ils ressemblent, comment ils sont, on ne sait absolument pas. Gérard, est-ce que tu peux nous parler un petit peu il y a 3 cataclysmes des guerres, la guerre de 1870, l'influence sur le massif, celle de 14-18, parce que de 1870, l'Alsace est devenue allemande jusqu'en 18, quoi. Jusqu'à et les... Comment? Vous êtes allemand? Non, après vous êtes... Non. Nous fûmes. Nous fûmes. L'Alsace a été plus longuement allemande que française. C'est 7 siècles de présence allemande et seulement 3 siècles française. Donc, avec des... Oui. 1648, les possessions des Habsbourg dans le Sundgau passent sous le contrôle de la couronne royale française. Avant, l'Alsace fait partie du Saint-Empire romain germanique. Donc allemand, quoi, au sens large du terme. Oui, alors la guerre de 70 n'a rien changé. Ici, il n'y a pas eu de combat. Les combats se sont déroulés dans le nord de l'Alsace, Wissembourg-Ever, siège de Strasbourg. Simplement, la frontière a coupé la Crète en deux. Donc on voit encore les bornes frontières, elles sont toujours là. Mais ça n'a rien changé à la transhumance. On a des photos où les vaches des habitants de Stoßwirk traversent la frontière à la Schlucht et tout se passe pour le mieux. Il n'y avait pas de problème. Et les mariages mixtes, c'était allemand, mais il y avait aussi des mariages, tu parlais donc de la technologie suisse. On retrouve, j'ai retrouvé une baraque de 1906 qui a été retrouvée dans une ferme vosgienne, mais c'est la même technologie que les Suisses. Donc est-ce qu'il y avait, c'était venu dans une dot ou un mariage avec le Sundgau, Non, moi je pense que ça a été inventé sur place parce qu'on trouve les formes un peu partout. Mais par contre, on sait qu'il y a eu une très forte immigration suisse dans la vallée après la guerre de 30 ans. De 30 ans. Par exemple, mes ancêtres, mon Oléser est d'origine suisse, du canton d'Argovie. La guerre de 30 ans, c'était donc... 1618-1648. D'accord. Les vallées étaient dépeuplées, c'était une terrible catastrophe. Et donc, Louis XIV a fait venir des immigrants suisses en leur promettant pas d'impôts pendant un certain nombre d'années, et ils sont installés ici. Donc, il n'est pas impossible qu'ils aient emporté avec eux un certain nombre de techniques ou d'objets. Et les Suédois, c'était aussi à ce moment-là? Suédois, ça c'était en 1632 jusqu'en 1635. Et après, ils ont été remplacés par les Français. Donc ça, disons, cette guerre-là est vraiment particulière parce que les pâturages ont été désertés pendant 20 ans. On sait que les loups et les ours, ils se sont de nouveau développés. Et quand les habitants sont revenus, ils ont de nouveau dû déforester les pâturages puisque les arbres avaient poussé. Et puis surtout, ils ont dû lutter contre les ours et les loups. Donc voilà. Alors la guerre de 70-71, sur ce plan, n'a strictement rien changé. Et 14-18? Alors là, oui, puisqu'il y a eu le front qui a coupé en deux la vallée, enfin les Vosges, et la plupart des fermes ont été détruites par les bombardements. Il a fallu les reconstruire après.
Et s'est posé un autre problème, c'est que les militaires, qu'ils soient allemands ou français, prélevaient du bétail pour leur boucherie, pour nourrir les hommes. Et c'est là où on peut parler rapidement de la race dite vosgienne, qui a été tellement défendue par Jean Verret, Jean Verret, c'était le papa de Danny Verret qu'on a mangé à Ferme Auberge hier. À qui nous devons la renaissance de la race vosgienne. Lui, il m'a expliqué qu'avant 14, il y avait 135 000 têtes de race vosgienne. Donc c'était une présence très grande. Alors, l'histoire même de la race vosgienne, on ne la connaît pas. Quand est-ce qu'elle apparaît? À la fin du 19e. Mais on sait dans les documents, dès le XVIe siècle, qu'il y a des bêtes rouges sur la crête. Donc ce sont des vaches à robe rouge. C'était certainement pas encore la vosgienne. Et la guerre de 14-18 va être une catastrophe parce que beaucoup de ces vaches vont passer à la boucherie. Et il y aura la Deuxième Guerre mondiale où il y aura de nouveau un grand prélèvement. Et donc, à la fin dans les années 1970, il ne restait plus que 3000 vaches de race vosgienne. 135 000, 3000, c'est une sacrée catastrophe. Elle a été supprimée du Heerboek. Oui. Et donc, Jean Verret, avec quelques autres, s'est bagarré pendant des années avec des croisements, avec la Télémark, entre autres, enfin, c'est ce qu'il m'a raconté, et le centre d'insémination artificielle de Bunsbach, pour donner une nouvelle, comment dire, injecter une nouvelle vie dans cette race vosgienne qui était en train de dépérir tout doucement. Et donc, grâce à cela, cette race vosgienne a repris un petit peu, c'est le cas de le dire, du poil de la bête. Et actuellement, on estime à peu près 15 000 têtes de bétail de race vosgienne dans le massif vosgien. Donc, vous voyez que 135 000, 3 000, 15 000. Et elle cohabitait aussi avec la brune des Alpes. Oui. Parce que la brune des Alpes a été enlevée d'une race pour faire le Munster récemment, il y a 5-6 ans. Parce que c'est la commission qui a décidé d'enlever celle-ci. Il y a plus de 1000 éleveurs quand même de race brune, pas forcément pour faire que du lait, mais aussi pour faire de la viande. Parce qu'elle est plus compatible dans le massif, tu comprends. Comme les herbages sont réduits, il faut une race qui a le sabot qui ne piétine pas ou qui ne piétine pas l'herbage, quoi. Et la brune des Alpes et la vosgienne avait cette particularité. La Montbéliarde, c'est un UGB, on appelle ça les unités, beaucoup plus d'impact sur le sol. Et là, comme c'est accidenté et ainsi de suite, il fallait une race qui était plus petite. Oui. Et une Holstein, une prime Holstein, c'est lourd, quoi. Ils auraient préféré supprimer la Holstein. Bien sûr. La vosgienne est très adaptée au relief des Hautes-Vosges, c'est pour ça qu'elle est là. En plus, elle se caractérise, vous le savez bien, par une ligne blanche sur le dos, la crête. En alsacien, on appelle ça die Fader, la plume. Le museau est noir, le pied est noir, les sabots sont noirs. Donc, c'est vraiment ce qui caractérise cette vache. C'est une très bonne laitière, puisque certaines peuvent aller jusqu'à 5000 litres de lait par an. Mais alors, il y a aussi d'autres vaches qui sont présentes, bien sûr, pas que la vosgienne. Il y a des vaches suisses, par exemple les Daibar en nom, qui sont très belles, qui produisent beaucoup de lait. Il était venu hier soir. Voilà. Et donc, mais par contre, il ne peut plus marquer Munster sur ce fromage. Voilà, bien sûr, c'est ça. Mais lui, et donc, il reste fidèle. Assez récemment, on a créé un nouveau fromage qui est exclusivement fait avec du lait de vosgienne, c'est le cœur de massif. Ouais, c'est ça. C'est un carré comme ça, qui n'a plus la forme du Munster, mais il a une autre forme. Et puis, à un moment donné, ils avaient aussi créé, ça c'est Paul Tingley qui me l'a raconté, de Hunleskrik, le Saint-Grégoire. Le Saint-Grégoire, oui, absolument. Avec un fromager du Jura qui est venu pour créer un nouveau fromage. Donc, il y a le Munster, mais il y a aussi l'Emmental qui est présent, la Fourme, enfin, il y a différents types de fromages. Mais le Munster, c'est quand même l'ambassadeur des Vosges, ça c'est clair.